D'après le journal des marches et des opérations du service en campagne du 415e régiment d'infanterie dont appartenait Augustin Trébuchon, le dernier mort remonta à 11h05, soit 5 minutes après l'armistice. À l'approche du 11 novembre 1918, alors que l'issue du conflit semblait imminente, certains généraux français, tels que le général Marjolais, plaidaient pour la poursuite des opérations militaires. Leur objectif, maintenir la pression sur l'armée allemande en progressant vers la Meuse, notamment dans le secteur de Vriemeuse, afin d'aborder les négociations d'armistice en position de force. Cette position était partagée par une partie de l'état-major français, soucieux de ne pas accorder de répit à un adversaire considéré comme affaibli, mais encore dangereux. Le généralissime Ferdinand Foch, chargé de conduire les discussions de paix, engagea alors des pourparlers avec les représentants allemands dans la forêt de Compiègne, en un lieu soigneusement choisi pour sa discrétion. Le 7 novembre 1918, un premier contact officiel fut établi. À la demande du commandement français, le caporal Pierre Sellier, clairon au 1er bataillon du 171e régiment d'infanterie, fit retentir son instrument aux avant-postes. Ce signal annonçait une trêve locale, temporaire, destinée à permettre aux plénipotentiaires allemands de traverser les lignes françaises sans encombre. Sous la supervision du capitaine L'Huillier, ces derniers furent ensuite conduits à la gare de La Capelle en Thiérache, d'où un train les transporta jusqu'à Rotonde dans la forêt de Compiègne. C'est dans un wagon installé à cet endroit que se tinrent les premières discussions entre les deux camps. L'idée d'un cessez-le-feu prenait corps. La fin de la guerre semblait désormais à portée de main. Des années plus tard, dans les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, un témoignage rare fut retrouvé. Celui d'Henri Deledic, ancien combattant présent dans le wagon, aux côtés du maréchal Foch, le 7 novembre 1918. Son récit, livré avec sobriété, apporte un éclairage précieux sur le déroulement de cette journée décisive, marquant l'ouverture officielle des négociations d'armistice. Henri Deledic était l'un des secrétaires privilégiés à assister dans les moindres détails aux négociations amenant à la signature de l'armistice le 11 novembre 1918. Il expliqua aux journalistes être monté dans le wagon de Foch à Senlis le 7 novembre à 20h et en être sorti seulement 4 jours plus tard, le 11 novembre 1918, vers 1h de l'après-midi. Il expliqua dans cette interview l'emplacement exact des différents wagons, ceux des plénipotentiaires allemands et celui des Alliés. Les Allemands sont arrivés le matin du 8 novembre à 9h, précisément selon lui. La photo officielle, connue de l'armistice, fut prise selon ses dires à 8h du matin, le 11 novembre, soit 3 heures après la diffusion du télégramme au commandant des armées. Cette photo fut la seule autorisée par le maréchal Foch. Pourquoi un wagon perdu dans la forêt de Compiègne ? Le choix de ce lieu et de ce dispositif n'a rien d'anodin. L'installation du wagon dans la clairière de Rotonde, en pleine forêt de Compiègne, répondait à une double exigence stratégique. D'une part, il s'agissait d'un emplacement discret, à l'abri des regards indiscrets. Les autorités françaises voulaient éviter que les délégués allemands ne puissent localiser précisément les lieux dans un souci de sécurité et pour prévenir toute tentative qui pourrait alors mettre fin aux négociations. D'autre part, il fallait empêcher toute fuite d'informations auprès de la population française alors que les négociations d'armistice étaient sur le point de débuter. Le secret devait être total. Dans un témoignage ultérieur, Henri Deledic, présent dans le wagon, affirma que le maréchal Foch lui aurait confié « Mes petits amis, vous devez être très fatigués. Ça fait 3 jours et 3 nuits que vous ne dormez pas. Mais c'est la dernière soirée. Et je ne veux pas que le sang d'un soldat soit versé inutilement après l'heure. » Dès l'introduction, cette affirmation résonna comme fausse. Mais que faisons-nous des soldats tombés au combat à seulement quelques secondes, minutes du cessez-le-feu ? Ces paroles traduisent la volonté du commandement de mettre fin aux hostilités dans un cadre strictement encadré, bien que, paradoxalement, les combats aient continué jusqu'à la dernière minute, causant plusieurs milliers de morts dans les dernières heures du 11 novembre. C'est pourtant ce même maréchal Foch, nommé commandant suprême des forces alliées en mars 1918, qui, quelques jours plus tôt, avait coordonné la poursuite des opérations vers la Meuse. Il estimait en effet que chaque avancée supplémentaire sur le terrain renforcerait la position de la France dans les négociations, en particulier face à un ennemi encore armé et potentiellement imprévisible. Dans un discours prononcé le 5 février 1920 à l'Académie française, Raymond Poincaré, président de la République, à l'époque de l'armistice, rendit un hommage à l'habileté de Foch dans la conduite des pourparlers. Il salua en particulier sa fermeté, son sens de la stratégie diplomatique et sa capacité à défendre les intérêts de la France avec détermination, tout en obtenant la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le 8 novembre,
par une matinée sombre et pluvieuse, votre train est garé à Rotonde, en forêt de Compiègne. Un second train amène M. Matthias Eserberger, le comte d'Obendorf, le général-major von Winterfeld et autres plénipotentiaires allemands. Quel est, messieurs, leur demandez-vous, l'objet de votre visite? Nous sommes venus, répond M. Erzberger, pour recevoir les propositions des puissances alliées en vue d'un armistice. Je n'ai aucune proposition à faire. Les Allemands se consultent du regard. Eh bien, hasarde le comte Obendorf, dites-nous, monsieur le maréchal, comment vous désirez que nous exprimions? Notre délégation est prête à vous demander les conditions d'un armistice. Demandez-vous formellement un armistice? Nous le demandons. Alors, je vais vous lire les conditions des Alliés. Le lendemain, les Allemands vous remettent quelques observations écrites, auxquelles vous répondez le 10, en ne consentant qu'à des modifications de détails, et dans la nuit du 10 au 11, vous reprenez séance dans votre wagon-bureau avec les plénipotentiaires allemands. Le texte de l'armistice est lu, article par article, et les signatures sont données. Votre œuvre est accomplie. Vous envoyez à vos armées, par radiotélégramme, l'ordre de suspendre les hostilités à partir de 11h du matin. Cependant, Raymond Poincaré oublia de mentionner une chose essentielle dans son discours d'éloge à Foch, c'est la responsabilité de ce dernier à poursuivre les hostilités coûte que coûte. Quelques jours avant l'armistice, le 9 novembre 1918, le maréchal Foch faisait un état des lieux de la situation. L'ennemi, désorganisé par nos attaques répétées, cède sur tout le front. Il importe d'entretenir et de précipiter nos actions. Je fais appel à l'énergie et à l'initiative des commandants en chef et de leurs armées pour rendre décisifs les résultats obtenus. Les pourparlers de paix étaient déjà engagés. À cette date, le président du Conseil, Georges Clemenceau, avait la quasi-certitude que l'Allemagne allait accepter les conditions posées par les Alliés. Le document des archives diplomatiques publié par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères montre clairement que dès le 8 novembre 1918, les représentants allemands avaient pris connaissance des conditions d'armistice et les avaient acceptées de fait. Malgré cela, l'état-major français restait divisé. Le général Marjoulet, entre autres, exprimait encore ses inquiétudes stratégiques. Il plaidait en faveur d'une offensive vers la Meuse dans le secteur de Vrine-Meuse, afin de lever toute incertitude et d'occuper militairement un maximum de terrain avant la signature officielle. Cette attitude, partagée par plusieurs chefs militaires, visait à éviter toute forme d'ambiguïté tactique dans une situation où la prudence restait selon eux de mise. Ce climat d'incertitude contrastait cependant avec un autre événement décisif. Le 9 novembre 1918, l'empereur Guillaume II abdique, marquant la fin de l'Empire allemand et précipitant la chute du régime impérial. Son départ entérinait la défaite politique et militaire du Reich. Dès lors, la signature de l'armistice ne faisait plus de doute. Et pourtant, alors même que la défaite allemande était actée dans les faits et dans les esprits, les combats se poursuivirent jusqu'au dernier moment, causant de nombreuses pertes inutiles, dont plusieurs milliers de morts le 11 novembre matin, seulement à quelques heures du cessez-le-feu. Appliquant les directives de Foch, le général Marjoulet, commandant du 14e corps d'armée, avait donc ordonné au 163e régiment d'infanterie les missions suivantes: franchir la Meuse et se porter à Vrine-Meuse et d'occuper le signal de l'Épine, côte 249, opération exécutée d'urgence et sans se laisser arrêter par la nuit. Il sera rendu compte immédiatement de la main mise sur Vrine-Meuse. On comprend également, à travers la position du général Boischu, qui était présent lors de l'opération, que le commandement cherchait à saisir une opportunité pour affaiblir définitivement les forces allemandes, malgré la perspective imminente de l'armistice. Cependant, l'opération visant à traverser la Meuse n'était pas une tâche facile. Le matériel nécessaire pour franchir le fleuve était quasiment inexistant, et l'artillerie n'avait pas d'informations précises sur la position exacte de l'ennemi. Et même lorsque ces positions étaient connues, comme ce fut le cas à Verdun ou lors d'autres combats acharnés de la Première Guerre mondiale, les conséquences étaient souvent désastreuses. Ce sentiment de risque et d'incertitude est exprimé par le commandant Charles de Menditte du 415e régiment d'infanterie qui, le 10 novembre à 10h30, rapporta ses inquiétudes. Ce dernier avait pris son commandement à Dom-le-Mesnil. Imaginez-vous, soldat en ce 9-10 novembre 1918. Vous savez que la fin de la guerre est imminente, mais le commandement décide néanmoins de mener une opération sur une position inconnue, sans aucune certitude. Pendant ce temps, le maréchal Foch et le général Weygand se trouvaient dans le wagon avec les plénipotentiaires allemands pour discuter des 34 clauses de l'armistice. Toujours du côté allemand, le général Marwitz menait une grande retraite. Bien que sa réputation fût solide, il subit une défaite décisive à Baricourt 8, dans les hauteurs de Baricourt, lors de l'opération de repli, connue sous le nom de la ligne Meuse-Argonne. Il s'est replié sur la Meuse et le 2 novembre 1918 ordonna la poursuite des combats sous le mot d'ordre « The Fatherland Forever ». Cependant, le 10 novembre 1918, il demanda un armistice. En effet, il ne pouvait plus mener de contre-offensive sans les effectifs et le matériel nécessaires. L'armée allemande se retirait sur tout le front occidental. Fritz von Lotzberg estimait qu'au moment où l'armée allemande atteignait la ligne Anvers-Meuse, elle avait perdu plus de 400 000 hommes
et 6000 canons. On estime que l'année 1918 a été la plus meurtrière pour l'Allemagne, avec des pertes comprises entre 450 000 et 600 000 tués, tandis que plus de 4 millions de soldats étaient hors d'état de combattre, prisonniers, blessés ou encore disparus. Comme le mentionnait Ernest Junger dans Orage d'acier, le moral des troupes allemandes était gravement affecté depuis 1917, tout comme celui des Français. L'esprit guerrier et le patriotisme ne fédéraient plus autant qu'en 1914, quel que soit le camp. Les soldats commençaient à entendre des bruits de couloirs. Un armistice était sur le point d'être signé. Cette baisse de morale fut également observée par les Alliés, notamment par les Américains. Under Liggett, qui avait pris le commandement de la première armée américaine fin octobre 1918, constata à son grand désespoir que certains signes de découragement apparaissaient chez les hommes et les officiers. La preuve la plus évidente étant le grand nombre de retardataires qu'il estimait à 100 000 hommes. La journée du 11 novembre 1918. Malheureusement, à l'approche ultime d'une paix tant espérée depuis 4 ans, des vies continueront de s'éteindre. Le message du maréchal Foch, annonçant la fin de la guerre, fut transmis par télégraphe au commandant en chef des différentes armées alliées le 11 novembre à 5h15. Les hostilités sont arrêtées sur tout le front. À partir du 11 novembre, 11h heure française, les troupes alliées ne dépasseront pas jusqu'à nouvel ordre la ligne atteinte à cette date et à 7 heures. Foch voulait absolument que la signature de l'armistice soit faite avant 5 heures du matin afin de mettre un terme au combat à 11 heures, heure de l'armistice. Cependant, le message n'arriva aux soldats de la première ligne que quelques heures plus tard. Pourtant, ce moment de joie tant attendu, symbolisant la fin de la guerre, était synonyme pour certains de la fin tout court de leur existence. Vers 10h50, le soldat de première classe Augustin Trébuchon, estafette de la 9e compagnie, fut tué d'une balle dans la tête alors qu'il portait un message à son capitaine. Ce message, bien que sans grande importance stratégique, marquait le destin tragique de ce soldat, qui avait survécu aux batailles de Verdun, du Chemin des Dames et de la Somme. Il mourut à seulement 10 minutes de la fin des hostilités. Curieusement, la date de sa mort est officiellement inscrite comme étant le 10 novembre 1918. Cette discordance alimentait des spéculations, selon lesquelles les autorités militaires auraient choisi de gommer ce jour tragique. La question se posait, pouvait-on mourir pour la France le jour même où l'armistice était censé être signé? Le général Fauveau appuyait cette hypothèse, avec cette phrase extrêmement puissante. Mourir le 11 novembre 1918, c'est mourir 2 fois. Quant à la 163e division d'infanterie, qui faisait partie du 415e régiment d'infanterie, elle eut au total 99 morts et 190 blessés ce jour-là. Ainsi, Augustin Trébuchon n'est pas le dernier poilu à mourir au combat. Selon René Richard, il s'agit de Joseph Renaud, un soldat français tué à 10h58, 2 minutes avant l'armistice. Mais en allant plus loin, on découvre que Private George Lawrence Price, un soldat canadien, est également décédé à la même heure que Joseph Renaud, à savoir 10h58, ce qui fait de lui l'un des derniers soldats à tomber sur le champ de bataille. Le dernier soldat à mourir à la guerre, selon le recensement militaire, fut Henry Nicholas Gunter, un soldat américain, tué à 10h59, 1 minute avant la fin officielle des hostilités. 1 minute. C'est la durée d'un hymne, et c'est dans cette même minute que le dernier coup de clairon fut donné par le soldat Delalucque le 11 novembre 1918, bien après l'alerte donnée par Pierre Sellier le 7 novembre 1918. Contrairement aux idées reçues, ce n'est donc pas lui qui a donné le dernier signal de la guerre. Finalement, nous n'avons que faire à l'heure à laquelle ces soldats sont morts, puisqu'en réalité, la morale de cette histoire est la suivante. Ces soldats sont devenus le symbole d'une guerre inutile, avec des pertes que l'on aurait pu aisément éviter. L'histoire se rappelle et se rappellera toujours des noms. En 1940, ce même général Weygand se retrouvera dans une position extrêmement inconfortable en négociant un armistice en tant que ministre de la Défense avec un ennemi implacable, par l'intermédiaire de son chef de délégation présent dans le wagon en 1940. Il s'agissait du général Hunzinger. Foch, quant à lui, échappera à cette humiliation puisqu'il mourut en 1929. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à voir ma dernière vidéo sur Oradour-sur-Glane et les survivants oubliés. Si vous souhaitez devenir membre de la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Je mets le lien de toute façon en description. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.